Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Monsieur le Président. En fait, je crois que cette matière est assez dense. Je veux, dès le départ, m'engager dans un volume horaire pour être équitable dans la répartition de mon intervention. Quand vous voulez, une quinzaine de minutes, c'est 30 minutes, ça... 30 minutes, En tout cas, ok, puisque j'ai préparé à peu près 60 slides, donc c'est toujours agréable de vous écouter, c'est ça? Merci beaucoup. Donc je vais essayer d'être assez rapide sur certains aspects. Bon, je commence par une définition que je reprends, une définition juridique. La décentralisation est un mode d'organisation de l'État unitaire. On est toujours dans la logique d'un État unitaire qui se traduit, selon, j'ai repris de René Chaput, un juriste, par le transfert d'attribution de l'État à des institutions juridiquement distinctes de lui et qui bénéficient, sous sa surveillance, d'une certaine autonomie de gestion. Donc, ces institutions peuvent être des collectivités locales, on parle de décentralisation territoriale, ou elle, des établissements publics, c'est une décentralisation technique. En Tunisie, je dois tout d'abord commencer à dire que la décentralisation est un processus. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un point dans le temps, ce n'est pas le 14 janvier ou même le 1er juin 1959 ou 27 janvier 2014. On a déjà annoncé tout à l'heure que la première commune, la commune de Tunis, était créée en 1861, déjà un siècle avant l'intervention de l'article 71 de la Constitution de 1959, qui a pour la première fois constitutionnalisé ce phénomène juridique qui est la décentralisation. Donc, nous pouvons dire que nous sommes toujours dans un cadre juridique en mutation. Je ne vais pas trop insister sur le juridique, mais je vais toujours dire que les conséquences ou les compléments de la décentralisation, c'est-à-dire le phénomène financier des collectivités locales, est toujours corrélatif de la consécration juridique, et notamment par le haut texte, qui est la Constitution. Donc la Constitution 59 a un texte orphelin, elle est où à l'article 71, qui est très lacunaire et malgré ce caractère succinct et lacunaire, il a donné lieu à un premier schéma de décentralisation qui va évaluer à deux moments historiques, 75 avec la promulgation de la loi organique sur les communes et 85 la loi organique sur les conseils régionaux. Donc, vous voyez, ça c'est peut-être une petite idée sur la répartition de compétences qui va justifier l'allocation de ressources propres aux collectivités locales. Passons à la Constitution de 2014 qui, contrairement à la Constitution de 1959, consacre de manière assez exhaustive, complète et voire même méticuleuse la décentralisation sous ses multiples aspects, tant au niveau de ses principes généraux, l'article 74 dans le chapitre relatif aux règles générales et aux principes généraux, que le chapitre 7 qui est consacré pour le pouvoir local et constitue en soi une véritable constitution de la décentralisation, puisque ce chapitre, selon ce tableau, embrasse tous les aspects. Bon, l'aspect juridique, la décentralisation, c'est tout à fait un phénomène administratif qui consiste à un transfert d'un volume de compétences de l'État aux collectivités locales, avec tous les principes de l'autonomie de gestion et du contrôle a posteriori, etc. Tous ces volets sont prévus et bien régi par les articles de la Constitution. L'aspect politique également, il a
insisté que la décentralisation, pas de décentralisation sans démocratie locale, sans élection des représentants locaux, sans participation de la population locale, donc tous ces aspects. Et enfin, l'aspect financier. Peut-être c'est l'aspect la plus achevé dans ce chapitre, puisque cet aspect financier, cette fois-ci, il est explicite. Un minimum d'autonomie financière est nécessaire pour la crédibilité du processus de décentralisation. L'accélération de ce processus de décentralisation, cette dernière phase qui a pris sa vitesse de croisière après la Révolution, avec la Constitution de 27 janvier 2014, a voulu donner une teneur réelle et effective à la décentralisation, après avoir vécu pendant une longue période une sorte de décentralisation de façade, sans substance, et notamment sans substance financière. Cette substance financière sera donc le deuxième développement de ce premier diagnostic. Je vais l'intituler « Une autonomie financière insuffisante » qui freine la décentralisation, qui va à l'encontre de la volonté décentralisatrice. L'autonomie financière des collectivités locales tunisiennes est actuellement, même après la Constitution du 27 janvier 2014, est loin d'être suffisante. Elle est insuffisante. Et ceci, en se rapportant tant aux modicités des ressources financières qui viennent d'être évoquées par Si Faisal, que leur faible implication dans la fiscalité locale constitue indubitablement des facteurs sérieux qui freinent le processus. Donc deux éléments, un aspect quantitatif freinant et surtout un aspect qualitatif, puisqu'il y a un lien. Peut-être si la qualité de la gestion a un certain degré d'implication, l'élément quantitatif peut être amélioré. Donc, plus brièvement, la modicité des ressources, les ressources mobilisables à la disposition des collectivités locales tunisiennes, vous savez, proviennent de la fiscalité locale, des transferts de l'État, des emprunts. Trois sources. Et ce tableau vous donne une idée sur la répartition de la structure des ressources financières des collectivités locales, ainsi que ces évolutions. J'ai délibérément choisi 2 années avant la Révolution et 2 années après la Révolution pour voir cette répartition des structures et comment elle a évolué. Donc, on lit, donc si on nous arrête sur l'année 2013, vous voyez que donc le premier constat, c'est que les ressources fiscales, qui sont donc totalisent dans ce tableau, je crois, les ressources fiscales, donc vous voyez, 375 sur à peu près 50% des ressources propres. Si on ajoute les ressources extérieures, donc il y a une proportion qui, donc je rejoins l'idée de Si Faisal, sans implication et sans ressources fiscales suffisantes qui couvrent l'essentiel des besoins des collectivités locales, ces collectivités demeurent donc dans la dépendance. Et cette dépendance, elle est beaucoup plus marquée. Là, si on fait la différence entre les deux catégories, les deux échelons des collectivités locales, vous savez que ces ressources fiscales reviennent essentiellement aux communes. Les conseils du gouvernorat, les conseils régionaux n'ont que des ressources très minimes. Donc, par exemple, 2013, donc à peu près 16 millions de dinars sur un budget total des communes qui dépasse 300. Depuis quelques années, cette situation connaît des difficultés structurelles. Également, l'autre phénomène financier, en dépit de ce caractère limité sur le plan quantitatif, ces ressources, donc même s'ils ont évolué, comme nous l'avons vu, surtout grâce à l'intervention des dotations de l'État, du budget de l'État, ces ressources n'ont pas évolué au même rythme que les besoins.
Donc il y a un déséquilibre structurel entre les besoins et les ressources des collectivités locales qui laissent ces collectivités locales soit dans plus de dépendance ou dans le creusement de leur endettement. Bref, ils ne sont pas à même d'assumer pleinement leur mission décentralisatrice. Donc l'aspect quantitatif, ça a été résumé par le tableau. Il a été, quelques éléments statistiques viennent d'être rappelés par Si Faisal. L'aspect quantitatif également. Parfois, on veut, donc la réaction, toujours, il y a peu de ressources, il faut créer d'autres impôts ou augmenter. Alors que une partie, 50% des raisons de cette limitation des ressources financières provient de l'incapacité de ces collectivités à gérer leur fiscalité. Donc il y a l'aspect qualitatif que j'ai appelé la faible implication des collectivités locales dans la fiscalité. Ils ne sont pas le maître de cette ressource propre qui est la fiscalité. En matière de fiscalité locale, le rôle de l'État est prépondérant et les collectivités décentralisées ne disposent en fait que d'un pouvoir fiscal assez résiduel. En Tunisie, l'État est omniprésent. Tout au long de l'opération d'imposition, il crée l'impôt local, le gère et le recouvre. Les collectivités locales ne bénéficient en matière de gestion de leur fiscalité que d'une compétence extrêmement marginale. Le législateur a purement et simplement neutralisé vis-à-vis de l'outil fiscal et elle ne dispose d'aucun pouvoir notable en matière de détermination des conditions générales de l'impôt local au triple niveau de la fiscalité foncière, fiscalité des activités économiques, TCL et taxes hôtelières, et même de la fiscalité indirecte, qui, elle, la plus apte à être éligible pour qu'elle soit du ressort exclusif des collectivités locales, puisqu'elles ne constituent, même leur aspect fiscal est douteux, puisque ces différentes taxes et contributions constituent en fait une rémunération des services rendus par les collectivités locales. L'interdiction de créer des recettes fiscales. Donc les collectivités locales, les recettes fiscales existantes n'ont pas la maîtrise et en même temps, la loi leur interdit de créer au nom du principe de la légalité de l'impôt qui est un principe consacré par l'ex-constitution de 1959. Il a été reconduit également par la constitution actuelle. De même, la loi organique du budget qui est actuellement en vigueur et qui normalement, logiquement, devrait être modifiée, voire même la promulgation d'un nouveau texte, comme texte d'application des nouveaux principes et règles constitutionnelles adoptés par la Constitution de 2014. Il en résulte qu'aucun pouvoir de création de recettes fiscales n'est prévu au profit des collectivités locales, qu'il s'agisse des impôts ou des taxes et redevances que ces dernières sont autorisées à percevoir. Le recouvrement, donc, en matière des impôts locaux également, vous connaissez que ce sont les receveurs, les comptables de l'État, les receveurs des finances qui ont la charge et qui dépendent directement de l'État, du ministère des Finances, même si la recette des finances est localisée. Je rappelle, c'est un phénomène de déconcentration et non pas un phénomène de décentralisation. Je reviens maintenant les orientations. Parler des orientations de la fiscalité locale. Bon, en fait, logiquement, ce n'est pas une réflexion personnelle. Vous savez que je ne peux pas, donc, j'ai perdu malheureusement ce privilège de chercheur qui a le souci d'étudier, de proposer des solutions de manière tout à fait indépendante, puisque j'étais dans le bain des réformes de l'autre camp, du côté du gouvernement, et vous savez que les 3 années qui ont précédé étaient des années très riches et de réformes, et plusieurs réformes ont été donc déclenchées, dont 2 qui se croisent, et nous nous trouvons devant la réforme de la fiscalité locale. La première réforme qui
elle est bien entendu relative à la décentralisation et l'organisation territoriale des réformes. Ici, Mokhtar El-Hammami vient de vous rappeler donc, les grands moments de ce processus de réforme avec les différents efforts et commissions qui ont été mises en place. Et nous avons en même temps implémenté la réforme de la fiscalité, du système fiscal tunisien, dont une composante, on ne peut pas parler de réforme de fiscalité locale, de système fiscal, sans parler, donc, une des commissions de réforme du système fiscal était spécialisée dans la réforme du code de la fiscalité locale ou de la fiscalité locale. Ce croisement de deux champs de réforme a donné naissance à une commission mixte, des représentants du ministère de l'Intérieur, qui est l'autorité de tutelle des collectivités locales, et des représentants du ministère des Finances, qui se charge également de la réflexion en matière de réforme fiscale en général et la réforme de la fiscalité locale. Donc, c'est un travail qui a fait l'objet de réflexions par les représentants des deux ministères, en plus des représentants. Donc, l'ensemble de ces réformes, Khalil Labidi, lorsqu'il était au ministère des Finances, il était donc le coordinateur général. Donc, c'est l'équivalent de si Mokhtar El-Hammami pour le ministère des Finances. Donc, nécessairement, ils ont été donc invités à coordonner, notamment pour la composition des commissions et pour le suivi des concertations, puisque après les travaux de commission, il y a eu des concertations, il y a eu également même une présentation du premier travail de l'ensemble des commissions de réforme, c'était à la fin de l'année 2013, et peut-être parmi les commissions, donc ça peut-être ce n'est pas une bonne nouvelle, parmi les commissions dont le travail reste inachevé, c'est la commission de la fiscalité locale. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'elle ne peut faire ce travail prospectif que si les textes législatifs sortiront bientôt pour mettre en pratique les nouveaux principes, les nouvelles règles de la Constitution. Puisque le paysage juridique de la décentralisation a été modifié par la nouvelle Constitution. Maintenant, nous sommes devant 3 échelons au lieu de 2. La commune, c'est toujours... mais à côté du commune, une autre vision pour le conseil régional et plus un 3e échelon, cette fois-ci nouveau, novateur, introduit par la Constitution 2014, le département, Al-Iqlim. Donc maintenant, le contour de ces échelons sont encore à tracer et à clarifier. C'est pour cela que on ne peut, donc jusqu'à maintenant, il y avait une simple désorientation. Et la réforme de la fiscalité locale reste à faire au fur et à mesure de la promulgation des textes organiques d'application des règles de la Constitution. Tout d'abord, donc, la première orientation au niveau de la forme. La première question, avant de passer, il y a problème de forme et problème de fond. Nous commençons par la forme. Donc, quels sont les choix pour mettre en place la réforme des textes relatifs à la fiscalité des collectivités locales? La Commission a mis 3 hypothèses. Donc, ces 3 hypothèses se posent. Le choix entre les 3 orientations au niveau de la forme possible. La première hypothèse, insérer l'aspect fiscal tout entier des collectivités locales dans le cadre d'une loi qui revêt la forme d'un code de la fiscalité des collectivités locales, dont les chapitres sont classés en fonction des échelons de ces collectivités. Chaque collectivité a droit à des fiscalités propres. Jusqu'à maintenant, la fiscalité
ne finance pratiquement que le budget des communes. Le conseil régional, en dépit de son reconnaissance comme collectivité locale, n'a pas de ressources fiscales. Les ressources fiscales, les 16 et quelques en 2013, proviennent des conseils ruraux qui se trouvent en dehors des zones communales et qui sont des véritables communes rurales. Ce ne sont pas donc un espace fiscal régional jusqu'à maintenant. Donc la nouveauté maintenant, pour tirer de la nouvelle orientation de la Constitution, c'est la création d'un code qui prévoit une fiscalité propre à chaque échelon, et ça sera un code de la fiscalité locale. Cette loi renvoie ensuite à la promulgation des décrets établissant les taxes et redevances revenant à chaque catégorie. Maintenant, l'innovation, c'est que tout ce qui concerne, c'est une orientation même au niveau étatique. Au niveau des collectivités locales, elle est plus palpable. Les différentes taxes, il y a des dizaines de contributions, de taxes, de redevances. Ils ont la nature d'un service rendu. Donc, l'aswaq ou des services rendus. Or, le texte constitutionnel, même avant, prévoit que ne revêt le caractère légal que les prélèvements qui ont un caractère fiscal. Et le prélèvement qui a un caractère fiscal, ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est une prestation pécuniaire sans contrepartie par voie d'autorité. Alors que si on revient à l'ensemble de ces... Ce sont des rémunérations d'un service rendu et c'est pour cela que l'orientation pour que l'ensemble de ces impôts, de ces taxes et redevances soit par une loi et non pas par des décrets qui relèvent donc, c'est le pouvoir réglementaire et non pas le pouvoir législatif. Deuxième hypothèse, insertion de l'aspect fiscal des collectivités locales au sein d'un code général des impôts. C'est une orientation, l'ensemble des textes fiscaux, Tamashi, Moujoud, la réforme en œuvre, la réforme d'ordre formel, textuel, il y a la mise en place d'un code, la refonte dans l'ensemble des codes, dans un code unique qui s'appelle Code général des impôts. Et entre autres, parmi les textes fiscaux qui seront insérés dans ce code général, c'est les textes relatifs à la fiscalité locale. Avec la distinction entre impôts, droits et prélèvements de nature fiscale au profit des collectivités locales, dont l'insertion est proposée au sein du Code général des impôts, les impôts au niveau de la première partie mentionnée, les prélèvements fiscaux dont l'affectation est proposée de l'État au profit des collectivités locales. Donc, l'affectation, la répartition des impôts étatiques et leur affectation au budget des collectivités locales. Et dans la deuxième partie, le code relatif aux ressources fiscales des collectivités. Il y a des ressources propres, il y a des ressources étatiques qui seront transférées, ressources fiscales étatiques qui seront transférées au budget des collectivités locales. Les ressources propres locales, redevances pour services, leur insertion est proposée au sein d'une loi spéciale. Donc ça, c'est une deuxième orientation. Toutes les autres ressources qui ont un caractère de service rendu, l'objet d'une loi spéciale, elle couvre à ce titre les ressources que nous avons rappelé tout à l'heure. Troisième hypothèse, l'insertion de l'aspect fiscal des collectivités locales, inséré actuellement dans le cadre du Code de la fiscalité locale, et leur structuration en fonction des différents échelons des collectivités locales au sein du Code général des impôts. Ça, c'est une troisième orientation. Et également mentionner la promulgation des décrets, donc des décrets établissant les taxes et redevances, nous avons une solution du pouvoir réglementaire pour les rémunérations qui n'a pas le caractère de prélèvement fiscal. Il faut dire franchement que l'orientation de la commission chargée de la réforme penche plutôt vers la première hypothèse, c'est-à-dire la mise en place d'un code complet destiné à la fiscalité des collectivités locales et les taxes, les impôts, les taxes, redevances qui n'ont pas le caractère fiscal seront donc pris par
de créer. هذا au niveau des choix ou orientations en matière de fonds. Maintenant, quelle sera la teneur de cette réforme? Donc, j'ai dit bien tout à l'heure que ça, c'est la partie la moins achevée. Puisque, avec Alech, pour être, je vais changer, pour être fidèle, donc j'ai repris et j'ai organisé les différents choix. Ce sont des propositions de réforme, que ce soit du texte actuel ou les solutions proposées pour réformer et pour donner plus d'effectivité à la fiscalité locale afin de consolider les ressources des collectivités locales pour que la décentralisation soit beaucoup plus effective. Donc, on distingue 3 types de réformes au fond. Je fais le renvoi à l'arabe. الإصلاحات على مستوى مجلة الجباية المحلية والأوامر التطبيقية لها. Maintenant, le bilinguisme successif. On a vécu le bilinguisme consécutif aujourd'hui. Donc, 3 مجالات الإصلاح الجبائي بالنسبة للجماعات المحلية. الإصلاح على مستوى مجلة الجباية المحلية والأوامر التطبيقية لها. وقلت أن هذا الإصلاح هو الإصلاح اللي حتى قبل الثورة، حتى كان ما وقعتش الثورة يلزموا يصير، لأنه تبين أنه حدود الإصلاح الجباية المحلية اللي انطلق عام 95 يعني لابد من إعادة نظر ليه، لأن الجباية اللي وقع إدراجها في المجلة هذه ما كانتش كافية لتحقيق الموارد الكافية للجامعات المحلية. ثم الإصلاحات المرتبطة بالوسائل وذات الصبغة العامة، l'effectivité de la qualité de gestion que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, la logique veut que si on va jusqu'au bout dans la décentralisation et rendre cette décentralisation plus effective et que cette décentralisation soit accompagnée par des transferts de compétences, il faut qu'il y ait de manière consécutive un transfert de ressources. Donc, الإصلاحات المرتبطة بآلية تحويل اقتطاعات الجباية المحلية. Donc, bon, je vais survoler maintenant, je ne vais pas trop m'attarder puisque je vais laisser le document donc pour ceux qui veulent donc plus de précision. Donc, le code, les différents impôts et taxes locales en vigueur ont été mis en épreuve et on a détecté d'une part les problématiques, les insuffisances, les limites et de l'autre côté, dans la deuxième colonne, quelles sont les propositions à faire. On a commencé par la fiscalité foncière locale, il y a 2 taxes. Je ne sais pas si les traducteurs ne تخشوش عليه. Bon, ثم المعلوم على العقارات المبنية اللي هي معلوم تسمى يعني معلوم محلي بامتياز ولكن il n'est pas rentable parce qu'il est moins respecté. Donc, ثم يعني بخلاف أنه ما ثماش يعني تساوي بين الجماعات المحلية بين les communes, puisque ce sont eux qui perçoivent essentiellement cette taxe, c'est qu'on a détecté donc plusieurs règles pour améliorer le rendement, l'assiette et surtout le taux. Parmi la principale innovation, c'est la fusion entre la TIB et la taxe d'amélioration des habitats, puisque les collectivités locales considèrent que cette dernière, elle est bien localisable, mais ses recettes ne reviennent pas à ces collectivités. Donc, il vaut mieux faire la fusion, et cette fusion pourrait donc donner l'occasion à une réduction du taux. On peut gagner un point et élargir l'assiette, et comme ça on augmente les recettes. ثم العقارات الغير مبنية كيف كيف. Donc plusieurs, presque tous les taxes donc تشوفون في الدوكيومون فيهم الإشكالات وفيهم الحلول المقترحة بالنسبة للجنة هذه. Ça, ce n'est pas une révolution, c'est une réforme.
c'est une amélioration du système existant. Comme disait tout à l'heure un intervenant, on ne fait pas une réforme de zéro, on doit toujours partir et consolider l'existant. Et notre code de la fiscalité locale est un existant très confortable qu'il faut donc, tout d'abord, la première œuvre de réforme, c'est l'améliorer et rendre les impôts qu'il prévoit beaucoup plus productifs en corrigeant les insuffisances du système actuel. Donc, c'est la même logique qui gouverne donc, les propositions des autres impôts et taxes, taxes sur les propriétés non bâties, taxes TCL. TCL, peut-être parmi les impôts qui on n'a pas attendu la réforme générale pour l'améliorer. Plusieurs dispositions, au moins 2 lois de finances consécutives qui a amélioré le rendement, puisque c'est un impôt local perçu par l'État et dont il est bien géré puisqu'il fait partie des vérifications et du dossier du vérificateur, et ce n'est pas le cas pour les taxes sur les propriétés bâties ou les autres taxes locales. Donc il subit le même risque que les impôts étatiques au niveau du contrôle. Et malgré ce cas, il est mieux contrôlé que les autres impôts locaux. On a, par 2 dispositions d'amélioration des tarifs et d'assiettes, on a presque triplé les rendements de cette taxe. Tout d'abord, on a déplafonné la TCL, Balkan plafonné à 50 millions. Secondo, on a également élargi l'assiette pour le chiffre d'affaires à l'exportation. المعلوم عنه زل presque c'est un fiche, il a une assiette et un taux confortable, donc ما يتمس. والمعاليم الاخرى معلوم الاسواق، معاليم الاشغال الوقتيه، معلوم الاشهار، تشوفوا مذبحون لوم الذبح، كلهم des rémunérations pour services rendus. Normalement, l'objet de ces impôts doivent être considérés comme une rémunération du regard exclusif des collectivités locales. المحور الثاني الإصلاحات المرتبطة بآلية. Donc je crois que voilà. المحور الثاني في الإصلاحات هو الإصلاحات المرتبطة بالوسائل وذات الصبغة العامة. ذات الصبغة العامة. Donc لهنا كيف أنه il ne faut pas penser de la réforme de manière quantitative ou d'améliorer le rendement. Le rendement s'améliore si on améliore la gestion. Donc c'est un problème purement qualitatif, extra-fiscal. C'est extra-fiscal dans le sens en dehors de l'organisation de l'impôt. C'est la gestion de l'impôt, la gestion de la perception, la gestion de l'établissement de l'impôt qui relève jusqu'à maintenant des autorités étatiques. Et peut-être renforcer les conditions d'administration de ces impôts au niveau des collectivités locales pourrait également un élément fondamental d'amélioration et d'expression de l'autonomie financière de ces collectivités. Donc, plusieurs propositions de renforcement, notamment par la création du poste de comptable des collectivités locales. Donc, توسيع أجل تقادم كيف l'une des. Donc, l'impôt, il est mineur. وقت نقولوا التيب 40 دينار ما يدفعش 4 سنين، مش يخسر عليه عدل منفذ وكذا ومحكمة. Pour le receveur de finances, ce n'est plus prioritaire. 4 ans, c'est de kiff-kiff. لكن si on élargit la période de prescription à 10 ans, peut-être la somme poursuivie et le temps pour le comptable sera plus confortable pour mener à bien les poursuites de recouvrement, même au niveau des poursuites forcées. Et finalement, le dernier volet, le troisième, هو الإصلاحات المرتبطة بآلية تحويل القطاعات الجبائية. Là, c'est un chapitre nouveau qui est légitimement posé au moment où on réfléchit à rendre plus effectif les dispositions de la nouvelle Constitution qui parlent d'un véritable transfert de compétences, consolidation des ressources financières. Les collectivités locales qui se vont affecter des missions nouvelles qui relèvent jusqu'à 10 de l'État
ne sont plus capables de les mener en dehors par se basant sur leurs simples ressources fiscales locales. Donc, quelle que soit la richesse de l'assiette des collectivités locales, de l'assiette locale, elle ne peut pas subvenir aux besoins. Et ceci est démontré en revenant aux expériences comparées où la décentralisation a pris son ampleur. Toutes les collectivités locales des autres États perçoivent donc de manière consécutive des transferts d'impôts étatiques pour répondre à des nouvelles transferts de missions. هذا ممكن المحور الجديد. ثم quelques idées donc au niveau de transfert. On parle peut-être le transfert peut se poser au niveau, donc parmi les idées, la retenue à la source sur les, bien que c'est médiocre, ça peut augmenter sur les salaires qui sont servis par les collectivités locales, reviennent au budget des collectivités locales. Certains parlent de... ça c'est dans les structures fédérales. L'impôt sur le revenu revient aux collectivités locales. Mais à un autre niveau, je crois que c'est prématuré de parler qu'une partie de l'impôt sur le revenu revient aux collectivités avec fixation de proportions. Mais au moins, je crois que l'idée de retenir simplement les retenues, l'impôt sur le revenu au titre des salaires servis par les collectivités locales pourrait, dans un premier temps, plausible et facile à établir. Également, on peut parler de transfert d'une proportion de la TVA. Et en France, je crois que depuis quelques années, ils ont fait l'expérience où ils affectent la TVA immobilière. La TVA qui, sur les transactions immobilières, elle sera réservée aux collectivités locales. Le droit d'enregistrement sur les immeubles est un impôt localisable par sa nature, puisqu'il frappe les mutations immobilières qui sont facilement localisables. Également, on parle également de transfert d'une partie de la taxe de circulation, elle est bien localisable. Et on peut même réfléchir à ce que les immatriculations se font au moment de renforcement de la concomitamment de la création de la nouvelle collectivité régionale, se font au niveau du gouvernorat, au niveau de la région. Donc immatriculation et recettes relatives à ces taxes de circulation se fait au niveau des collectivités locales. Telles sont la plus-value immobilière. L'impôt qui frappe la plus-value immobilière est un impôt également qui pourrait s'adapter à ce transfert, puisque c'est un impôt facilement localisable. Donc, je n'ai parlé que de transfert fiscal. À côté du transfert fiscal, donc, ce n'est pas exclu que les collectivités locales bénéficient, au fur et à mesure qu'ils se dotent de missions nouvelles qui étaient jusqu'alors relevant de l'État, de véritables transferts financiers. Par exemple, des compétences comme l'éducation, la santé, donc peuvent être corrélées par un transfert financier en dehors du transfert fiscal. En conclusion, tout simplement, en dépit des réformes progressives, le système de finances locales mis en place en Tunisie ne semble pas pouvoir doter les collectivités décentralisées des moyens financiers suffisants leur permettant de se prévaloir d'une véritable autonomie par rapport au pouvoir central de l'État. C'est le processus jusqu'à maintenant. Ceci se confirme tant au niveau des possibilités de mobilisation de ressources propres qu'au niveau de l'autonomie de la décision financière. Il est préconisé de rétablir, donc on parle de décentralisation, transfert, il y a la notion qui est consacrée par la Constitution, la notion d'équilibre. Rétablir les équilibres financiers au niveau local dans le but de permettre la pleine expression des pouvoirs financiers locaux. Le pouvoir financier local fait partie intégrante du pouvoir local. Dans cette perspective, le soubassement des ressources locales sur le financement par la fiscalité apparaît comme un moyen de financement naturel et primordial. Il est certainement en parfaite symbiose avec le principe de l'autonomie des collectivités locales et facteur consolidateur de la décentralisation. Merci pour votre